On pourra passer à notre troisième invité. Donc, il est maintenant temps de laisser la parole au professeur André Lajoie, qui nous entretiendra durant 15 minutes de deux questions. Donc, première question, à quel point la société doit-elle influencer la recherche? Donc, lorsqu'on parle de la société, différents acteurs de la société, que ce soit les entreprises, que ce soit le gouvernement ou d'autres acteurs. Si elle le fait, comment doit-elle le faire? Et deuxième question qui est directement liée, je crois, à l'un des ouvrages que vous avez fait. Quel est l'impact du mode de financement de la recherche sur la liberté académique? Voilà, donc deux questions qui pourront, vos propos pourront déborder ces deux questions-là sans problème. Je vous laisse la parole, professeur Lajoie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à vous parler de ce sujet qui me tient énormément à cœur. Sur la première question, je vous dirai très brièvement que pour moi, la recherche, je parle de la prémisse que c'est de la création. Et qu'étant de la création, il faut que le chercheur soit capable de faire ce qu'il a l'intention de faire pour découvrir ce qui l'intéresse. Autrement, on perd son temps. Bon. Alors, ce qui s'est passé dans le mode de financement de la recherche depuis le milieu du siècle dernier, alors que le premier organisme subventionnaire, le Conseil des arts du Canada, a été créé jusqu'à maintenant, c'est qu'au point de départ, la recherche était entièrement libre. Tous les programmes étaient ouverts, les chercheurs faisaient des propositions, on les étudiait, si elles paraissaient valables, on leur donnait des subventions. Aujourd'hui, il ne reste que 30% de subventions libres. Les autres sont ou bien ciblés sur des sujets imposés par les organismes subventionnaires, ou bien, et vous l'aurez compris par le début de la discussion qui a précédé, ou bien l'objet de concertation imposée, soit entre équipes de chercheurs, soit entre réseaux, ou soit avec des partenariats avec l'industrie. Bon. L'évolution de ça, ça se pose de la façon suivante. Et j'ai honte de le dire, comme Québécoise, c'est le Québec qui a devancé de loin Ottawa. À propos, je fais tout de suite une remarque préliminaire. Je parle des sciences humaines et sociales. Les recherches que j'ai faites portent sur les subventions en matière de recherche en sciences humaines et sociales et non pas dans les autres domaines. Alors, c'est important de ne pas tirer des conclusions, mais je suis portée à penser que c'est pas mieux puis que c'est peut-être pire dans les sciences dures au point de vue de la commercialisation. Mais revenons donc à l'évolution telle qu'elle se pose. C'est le Québec qui a toujours devancé Ottawa dans les subventions conditionnelles. FCAC, en 1970, a déjà posé des équipes de séminaires et demandé de la recherche concertée. Les deux instruments de limitation de la liberté du chercheur, c'est le ciblage sur des thèmes choisis par les subventionnaires, soit la concertation forcée. Bon. Alors, FCAC, c'est des équipes concertées. La même chose avec un programme qui, 5 ans plus tard, arrive d'Ottawa au Conseil des arts, où il y a de la recherche concertée. Ensuite, en 1977, le CRSH est créé. C'est le premier organisme qui est accordé uniquement à la subvention en sciences humaines et sociales. Québec, en 1978, FCAC a un programme majeur qui est à la fois concerté et ciblé. En 1978, Ottawa, au CRSH, une recherche thématique ciblée. Québec, en 1979, CQRS, c'est le premier programme en sciences humaines et sociales au Québec. En 1984, FCAR, c'est Action concertée, le nom du programme, ça ne peut pas être plus clair. Ottawa, CRSH, en 1989, Initiative conjointe, c'est à la fois concerté et ciblé.
En 90, le réseau des centres d'excellence, c'est de la concertation, ça vient d'Ottawa. Et bref, entre 1990 et 2005, le CRSH, le CQRS, FQRSC, c'est devenu de la concertation de ciblage intensifiée. Alors aujourd'hui, la recherche concertée au Québec, c'est 56 %, 44 % au fédéral. La recherche ciblée, c'est 45 % au fédéral, 55 % au Québec. La recherche à la fois concertée et ciblée, c'est 52 % au Québec et 48 % au fédéral. Il reste 30 % seulement de programmes de recherche libre, c'est un seul programme fédéral. Hein? Et Québec va vous prétendre qu'il y a un de ces programmes au FQRSC qui est libre, mais quand on leur demande comment ça marche en réalité, il y a, je pense, 10 ou 12 comités d'évaluation. Et si un sujet n'entre pas dans les mandats des 10 ou 12 comités, on m'a certifié au téléphone que la recherche était écartée. Donc, il n'y a pas de liberté sur le sujet, il n'y a pas de ciblage. Il y a du ciblage total, il n'y a pas de possibilité de choix de la recherche. Bon. Alors, ça, c'est l'analyse, si vous voulez, qualitative et quantitative des subventions de recherche. Mais par la suite, on a fait aussi une enquête auprès des chercheurs de sciences humaines dans toutes les disciplines de sciences humaines pour savoir comment est-ce qu'ils percevaient ces contraintes dans l'obtention des subventions. Alors, s'oppose à la concertation les jeunes chercheurs, hommes et femmes, surtout les mères, qui ont une tâche lourde et qui n'ont pas la permanence. Surtout les professeurs des petites universités régionales et celles qui sont dans des universités où ils ont un poids très lourd d'enseignement et de recherche. Et c'est surtout en sciences humaines, en philo et en histoire. S'oppose au ciblage. Les domaines des disciplines non sélectionnées, c'est bien évident. Là où les universités ciblent d'autres domaines encore plus, il y a, quand il n'y a pas d'autre choix pour la compétence et que la conscience des besoins ne peut pas, du chercheur lui-même, ne peut pas modifier les ciblages. La concertation est cependant utile si elle, d'après les chercheurs, si elle résulte de l'objet du choix du chercheur lui-même. Sinon, elle n'est pas pertinente en sciences sociales et humaines parce que la question des labos ne se pose pas. Une des raisons pour lesquelles on a demandé de former des équipes dans les sciences dures, c'est qu'en réunissant des équipes, on avait la possibilité de créer moins de laboratoires. Ça ne se pose pas en sciences humaines. On dit que ça a une influence néfaste sur les subventions individuelles. Le pire, c'est que plusieurs chercheurs nous ont dit que ça suscitait la création de fausses équipes où les chercheurs se réunissent pour remplir la demande de subvention, font semblant de se mettre ensemble, juxtaposent leurs intérêts et essaient d'en faire une boucle pour présenter ça comme une équipe. Évidemment, il parle aussi de la qualité, la nature incertaine des résultats. Tout ça, c'est considéré comme néfaste par les chercheurs parce que ça encourage la dissimulation, parce que ça fait des entorses à la liberté, parce que les effets sociaux des résultats, à terme seulement, sont insuffisants et ne permettent pas de voir comment les structures du régime pourraient se poser utilement. Alors, les solutions, vous allez trouver ça un petit peu
ironique que je vous parle de ça le jour où on a parlé de réduire de 5 les budgets des universités. La première solution que je propose, ce serait d'augmenter le budget des universités où la dimension recherche est ignorée. J'ai le temps peut-être de vous dire que ce que je pense, c'est que si on traitait les professeurs dans leur dimension enseignants comme on les traite dans leur dimension recherche, on les enverrait au coin de Pile et Sainte-Catherine à Montréal, ramasser une quantité d'étudiants qui seraient prêts à les entendre et qui voudraient bien payer pour, puis ils arriveraient à l'université avec leur cohorte d'étudiants, puis là, ben, peut-être on verrait s'il y en avait assez, puis s'ils payaient assez cher, peut-être on leur donnerait une classe pour enseigner. Bon, ce serait ça. L'application du modèle recherche au modèle enseignement, c'est ça que ça donnerait. Parce que ce qu'on demande aux chercheurs, c'est d'aller chercher de l'argent pour un sujet qu'on fait accepter par les organismes. Et puis, là, quand on l'amène à l'université, le sujet, bien, peut-être on va vous donner des locaux pour le travailler. Et l'autre proposition que je fais, ce serait, ça va vous étonner de ma part, mais ce n'est pas tout à fait ce que vous pensez que ça veut dire, de confier au secteur public et au secteur privé la recherche appliquée. Il ne s'agit pas là de faire des PPP, il s'agit que si on faisait à l'université la recherche fondamentale et seulement la recherche appliquée que les chercheurs suppliaient de faire dans leur liberté, et que le reste de la recherche appliquée était subventionné par le gouvernement auprès de ses ministères et auprès de certaines entreprises privées, non seulement la recherche serait faite par des gens que ça intéresserait, mais ça permettrait de trouver des postes pour les diplômés des universités qui auraient été formés en recherche. Alors, ce sont les deux suggestions que j'ai à faire en terminant. Merci. Merci beaucoup, Madame Lajoie. Encore une fois, on a 10 minutes qui nous permettent aux 4 invités sur scène de réagir aux propos. Il faut également réagir là, si vous nous écoutez en ligne via Twitter à @Remdus. Est-ce qu'on a une première réaction ici même? C'est toujours Allons-y, Madame Piron. Je suis venue pour discuter, alors je discute. D'abord, sur la question peut-être c'est pour les gens qui connaissent moins le monde de la recherche, là c'était un peu technique tout ce que vous expliquez, mais ma réflexion sur les organismes subventionnaires, c'est pas tout à fait la même que vous. Et dans le fond, qu'est-ce qui justifierait qu'un chercheur décide de travailler sur un sujet plutôt qu'un autre, dans votre perspective? Est-ce que c'est simplement parce que ça le tente de faire un beau petit projet sur quelque chose? Oui. Bon, sachant que le chercheur, il est payé par une université qui est financée par des fonds publics. De quelle manière il doit rendre compte de son travail à la société? Est-ce que vraiment, c'est seulement... S'il fait un projet créateur, ça va avoir des effets importants sur la société. Justement, il me semble qu'il ne peut pas se laisser guider simplement par son envie ou sa curiosité personnelle, sachant justement les effets, l'impact que ça a sur la société. Puis, d'autre part, est-ce que la recherche libre a vraiment existé? Là, il me semble que peut-être vous faites référence à un idéal plutôt qu'à une réalité quand on regarde l'histoire des sciences. Oui, l'histoire des sciences, vous avez probablement raison, mais moi, je vais vous donner, parce que je n'ai pas autre chose, je vais vous donner au cas où vous croiriez que, je fais une petite parenthèse, là, au cas où vous croiriez que c'est du dépit qui me fait dire ce que je viens de dire, j'ai accumulé 4 700 000 $ de subventions de recherche pendant ma carrière, et Vive la recherche libre, c'est mordant la main qui me nourrit. C'est un ouvrage que j'ai fait avec une subvention qui vient avec la médaille d'or du CRSH que des collègues avaient obtenue pour moi et qui donne 100 000 $ de subvention, justement libre. Et la première chose que j'ai faite avec, c'est ça. Bon, je pense que non, c'est pas... quand on fait une recherche
sur un sujet par curiosité intellectuelle. Ça sert après dans la société. Et si on avait attendu pour la faire qu'on se rende compte du besoin, il aurait été trop tard. Je vous donne un exemple. J'ai fait dans les années 60 un projet de recherche sur expropriation et fédéralisme. Tout à fait comme ça, là, en l'air. Quand est arrivé Mirabel, quand est arrivé Grondines, c'est le résultat de ce livre qui a servi à gagner la cause des... Bon, combien de temps après? Est-ce que je pensais à ça quand je l'ai fait? Non. N'est-ce pas? Et c'est comme ça ouais. à tous égards. Moi, je vous répondrais en anthropologue en vous disant que chaque chercheur est un citoyen qui est formé, socialisé dans une société dont il porte les valeurs et on se construit nos valeurs et nos valeurs interviennent dans le choix de nos sujets. Donc, il n'y a jamais rien qui est choisi au hasard. Et si vous avez travaillé sur ce sujet-là, c'est probablement que, au minimum, vos valeurs vous ont conduit à vous intéresser à cette question-là. Non, je vais vous contredire. C'est plus drôle que ça encore. J'avais fait mon premier ouvrage sur les structures administratives régionales, qui était une analyse politique de la déconcentration. Et le directeur du centre de recherche à l'époque, Pierre Carignan, l'avait gardé 6 mois sur son bureau. Et finalement, il trouvait que ce n'était pas du droit. Puis il m'avait dit, « Oh, allez donc faire quelque chose. Tu sais, expropriation et fédéralisme, ça ne vous intéresserait pas? » Voilà. Et on sait tous que Fleming a découvert la pénicilline en oubliant un échantillon sur le bord de sa fenêtre. Ça, il y a de la contingence, on est bien d'accord dans la recherche, mais ça n'empêche pas que, je ne crois pas que ce soit acceptable de dire qu'un chercheur peut utiliser des fonds publics pour faire des recherches uniquement selon ce qui l'intéresse lui personnellement. Pour la suite, on peut discuter là, de la réponse, mais c'est mon désaccord. Peut-être aller vers soit M. Bovet, soit M. Bas. Toute la question, donc, la liberté des chercheurs, les contraintes qui lui sont données avec les subventions qui lui sont accordées. Est-ce que vous voyez ces mêmes réalités-là dans vos secteurs qui sont pas le secteur des sciences humaines? Dans le cas de M. Bovet, c'est le génie. Dans le cas de M. Bas, l'administration. Voyez-vous ces mêmes réalités-là? Je vous dirais qu'il faut faire attention avec nos vocabulaires. Quand on parle de recherche appliquée puis recherche en partenariat, ce n'est pas la même chose. Il y a clairement une différence. En fait, très naïvement, j'écoute vos sujets de recherche qui sont très intéressants. D'une perspective d'ingénierie, je dirais vous avez travaillé sur des sujets de recherche appliquée. Même si c'est effectivement. Et des sujets de recherche fondamentale. C'est ça, tout à fait. Puis, en ce moment, dans le milieu universitaire, si on n'est pas parlé de fondamental versus appliqué, on va faire abstraction de la question de partenariat pour le moment. La vaste majorité des chercheurs travaillent sur des sujets de recherche fondamentale, certainement dans les secteurs des sciences de la santé, des sciences naturelles et du génie, puis dans plusieurs autres secteurs aussi. Les chiffres que j'ai en tête sont les chiffres qui viennent du secteur des sciences naturelles et en génie. On sait que plus de 90 là, moi aussi, je vais mélanger des sujets, mais plus de 90 du financement, c'est de la recherche qui pourrait être qualifiée de fondamentale, qui n'est pas en partenariat, qui résulte des choix des chercheurs pour déterminer. C'est certain que dans le secteur des sciences naturelles en génie, il y a le programme de subvention à la découverte, qui est dans ce sens-là, à la découverte, ce sont des idées originales que veulent explorer les chercheurs. Aujourd'hui, les chercheurs qui sont évalués par les pairs, c'est les processus normaux, qui ont des dossiers relativement forts de publication, de dissémination d'informations et qui forment des étudiants, maîtrise, doctorat, stagiaire, postdoctorat, main-d'œuvre qualifiée. Tous ceux qui sont évalués par les pairs comme étant forts réussissent à se faire financer. Ça évolue d'une année à l'autre, le nombre d'applications, tout ça, mais je veux juste nuancer, c'est juste une nuance que je vais apporter entre la recherche fondamentale est encore la vaste majorité de ce qui se fait à l'université et la recherche appliquée dans certaines facultés qui sont des facultés plus appliquées, autant une faculté d'éducation qu'une faculté de génie, par exemple. Et puis, les chercheurs ont quand même l'autonomie de déposer les projets de recherche qu'ils souhaitent soumettre pour obtenir leur subvention de financement. Il existe des programmes ciblés, effectivement. Il existe des programmes qui soutiennent directement le partenariat en recherche.
il représente en ce moment, de ce qu'on observe, une fraction plus petite que 10 de ce qui fonctionne en ce moment. Un élément à rappeler, parce qu'il y a quelque chose, puis ce n'est pas nécessairement dans votre dernière intervention, un élément clé de ce qu'on fait à l'université aussi, j'y avais fait allusion, c'est disséminer l'information. Il est extrêmement... On ne fait pas de recherche secrète à l'Université de Sherbrooke. Que même si les projets se font en partenariat, que ce soit la recherche fondamentale, qui est la vaste majorité de ce qu'on fait, ou la recherche en partenariat, peu importe le type de partenariat, il faut que les informations soient disséminées et rendues publiques, publiées, pour plusieurs raisons, dont notamment il faut qu'elles soient évaluées par les pairs pour déterminer la validité. Et l'autre volet, c'est pour qu'elles soient rendues publiques pour être reprises par d'autres personnes. Ça vient rejoindre notre rôle fondamental. On développe des savoirs pour les rendre accessibles et que les gens puissent en tirer parti. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Sur le fait de la recherche fondamentale, elle est certainement très présente dans les sciences dures. Dans des domaines comme le droit, c'est beaucoup plus récent. Quand le Centre de recherche en droit public a été créé, quand j'y suis arrivée, moi, avant ça, la recherche, c'était ramasser des causes pour un dossier, et puis ça n'avait rien à voir avec de la recherche fondamentale. Et c'est parce que moi, j'avais fait des études en sciences politiques et que j'étudiais le droit comme un objet politique, comme un objet résultant de facteurs politiques, que j'ai fait de la recherche fondamentale. Mais c'était récent et c'est ça qui motivait Pierre Carignan quand il m'a dit « Allez donc travailler sur... » Parce que pour lui, c'était trop abstrait, les structures administratives régionales. C'était... Parfait. Donc, monsieur, est-ce que vous vouliez intervenir, monsieur? Moi, seulement pour dire que, bon, il y a un intérêt personnel concernant la question qui avait été posée. Il y a un intérêt personnel, bien sûr. Je parle pour moi-même à l'université et dans la faculté. Moi, j'ai totale liberté pour travailler dans des sujets où j'ai envie de travailler. Mais il faut tenir compte aussi que il y a l'intérêt personnel, mais aussi il y a l'intérêt des groupes, des grappes, si on veut, des professeurs et des idées dont on travaille. Ce n'est pas juste parce qu'on a une idée en tête, on va travailler là-dessus. On essaye de parler, on essaye d'avoir l'opinion aussi des autres personnes qui sont concernées dans des projets semblables. Et là, donc, on travaille à partir de là sur un sujet en particulier. Moi, je travaille beaucoup sur nanotechnologie et biotechnologie, du côté surtout pharmaceutique, et comment justement l'université peut développer des produits, des éléments qui peuvent être utiles pour les personnes. On doit aussi tenir compte d'un sujet crucial qui est la recherche radicale et l'innovation radicale. Donc, quand on parle de recherche radicale, on peut aller juste pour la recherche fondamentale, mais ça ne veut pas dire que cette recherche fondamentale, fondamentale va être appliquée un jour, c'est-à-dire que ça va devenir une innovation. Quand on parle d'innovation, on parle des choses qui sont dans les marchés, qui sont en train d'être appliquées. Et donc, justement, concernant un petit peu les vocabulaires, il faut tenir compte de ça, de qu'est-ce que c'est la recherche fondamentale, qu'est-ce que c'est la recherche appliquée, qui va faire quoi, finalement. Une fois de plus, moi, je suis totalement libre de choisir mes sujets, mais en concordance avec une idée qui est déjà en place. Mais pour obtenir des subventions, il faut que vous vous rangiez dans les critères des subventions. Oui. N'est-ce pas? C'est ce que je veux dire. Oui, non, tout à fait.